Rio Tuba, un petit port mal fichu au bout d'une île des Philippines, sale, dangereux, fréquenté de contrebandiers, d'activistes terroristes. Bref, infréquentable. Exactement le genre de débarcadère que choisit un gars comme Luc Emmons pour embarquer en catimini son matériel. Bouteilles de plongée par dizaines, Zodiac soigneusement replié, moteur, vivres, puis vite, quitter Rio Tuba, l'infâme, prendre la mer en toute discrétion, sans publicité. Première règle de prudence à respecter quand on est chasseur de trésors. On quitte ici à 4h, enfin à 4h30 quoi. On va descendre sud-sud Palawan, on garde Canderraman à bâbord, et puis on descend comme ça vers le sud. On s'arrêtera probablement du côté de Canderraman, ou l'île juste à côté, là, l'île du maire de Balabac. Alors, en route pour des îles, grosses comme des crottes de mouches, des hauts fonds sournois, des écueils absents des cartes, qui ont perdu tant de navigateurs. Mais par où commencer ? Les indications viennent souvent des pêcheurs directement, enfin du moins ici aux Philippines. Il y a quelques fois on tombe sur des intermédiaires aussi, qui viennent vendre des informations qui sont quasiment à 99% erronées, sur des épaves qui n'ont jamais existé. Alors, au début, quand on arrive ici, on se laisse un peu prendre au jeu pour aller voir, vérifier ce qu'ils racontent. Et on se rend compte que dans quasiment tous les cas, c'est n'importe quoi et qu'il n'y a absolument rien du tout. Enfin, ça fait un peu partie du jeu. Une belle pièce remontée par hasard dans un filet de pêcheur et c'est la rumeur qui court d'île en île. À Luc, les vessies, les lanternes et les plus beaux menteurs de la mer de Chine et Tsulu réunis. Donc là, on a tissé tout un réseau ici aux Philippines. C'est comme ça que petit à petit, on collecte des informations. Informations qu'on essaie de recouper pour voir si effectivement la porcelaine qu'on nous a amenée vient bien d'un site en mer, parce que tout est possible. Ça peut être une porcelaine qui vient d'un site à terre, ça peut être un faux qui ont été achetés au marché. Tout est possible dans ce domaine-là. Halte sur l'îlot de Daliakan. Pourquoi ? Pour Karim, 86 ans, ancien commandeur des forces rebelles, rangé des coups fourrés mais toujours bien renseigné. Ça faisait longtemps. Qu'est-ce qui t'est arrivé à ton œil ? Oui, c'est une écaille. T'as l'air d'un vrai pirate maintenant. Je voulais te demander si tu as vu des gens, des pêcheurs qui t'auraient parlé d'épaves dans le coin, sur lesquels tu aurais des infos. Demander une première fois en anglais, sans détour. Puis recommencer en philippin avec les formes. Ruse de chasseur. C'est toujours la même histoire. Mais il y en a une nouvelle ou... Non, il n'y a pas de nouvelle. Cette table, elle est de 1960. C'est les Américains qui me l'ont donnée. Ruse de gibier. Le coup de la table du grand-père. Traduction, repasse me voir à l'occasion. Un English pilote, ça c'est bien. Ça c'est super. Ouais, ça c'est... Ou bien, au travers de livres d'histoire, on a entendu parler d'un bateau qu'on recherche particulièrement et on demande à l'archiviste de faire des recherches sur ce bateau-là. Ou bien, l'épave est proposée par un archiviste qui ont souvent tendance à partir dans une direction et puis on se rend compte qu'en fait, je veux dire, leurs intérêts ne sont pas spécialement les mêmes que les nôtres.
Norton, c'est 18e. Hein. Lui, du moment que son travail d'archive il est fait, il aimerait bien retrouver le bateau, même s'il n'y a rien dans le bateau. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a des épaves qui seraient intéressantes à pouvoir explorer, mais qui, au niveau valeur commerciale, n'ont absolument aucune valeur, uniquement une valeur archéologique. C'est quoi cette crosse? C'est une épave? Non, c'est des rochers à fleur d'eau. Ce qui est très intéressant aussi, mais je veux dire, bon, à chacun son métier. Et il y a le fameux, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, on ne peut pas faire autrement, hein. Il faut consulter des cartes, des manuscrits, des journaux, des procès-verbaux, des cours martiales, correspondances diplomatiques. Attention, correspondance des ambassadeurs, des consuls. C'est un travail de fourmi. Ça serait bien qu'on voit l'indication d'une épave que j'ai dans ma liste. D'après l'UNESCO, il y a encore 4 millions d'épaves qui sont à découvrir au total, dans le monde entier, sur toutes les périodes. C'est une carte portugaise, ça. Il y a encore un peu de travail à faire. Oui. Bornéo. Tu as vu la distance entre Balabac et Bornéo? Ouais. What on the book? En février 2004, Luc plonge pour la première fois sur une épave à 58 mètres de profondeur, datant du Xe siècle. Il est en train de découvrir l'un des plus vieux navires commerciaux jamais retrouvés avec à son bord 500 000 pièces de porcelaine chinoise, dont 250 000 en parfait état, formant un dôme de plus de 6 mètres de haut. Une belle épave, mais propriété de qui? Luc, chasseur ou pilleur? Enfin, il y a toute une réglementation qui existe. Alors, qui est le pilleur? Ici, l'épave qu'on a fait en Indonésie, c'est toute de la porcelaine chinoise. Alors, à qui est-ce que ça appartient? Est-ce que ça appartient à la Chine? Ça appartient à l'Indonésie? Je crois que ça appartient surtout à l'histoire. Et puis voilà, terminé. Je vais te dire que j'ai horreur de la porcelaine. J'ai toujours vu ça chez les grands-mères dans le temps. Il y avait toujours des assiettes qui pendaient sur le mur. J'ai trouvé ça toujours tellement ringard. Donc, non, j'aime bien la porcelaine que j'aime bien, surtout celle qu'on a sortie en Indonésie, parce que les dessins sont très purs, la glasure est très fine et tout ça. Je suis justement en train de chercher ici des exemples. Et on voit ces formes qui sont très, très épurées. Parlons chiffres, entre ce que ça coûte et ce que ça rapporte. Donc je dirais qu'on est dans une enveloppe aux alentours de 10 millions de dollars qui ont été dépensés au total. Les plus grands musées du monde envoient leurs scientifiques expertiser cette collection exceptionnelle. Des chiffres délirants circulent, 400 millions de dollars. L'évaluation minimum est de 45 millions. Et normalement, on devrait être estimé plutôt entre 60 à 80 millions. Affolé par ces chiffres, le gouvernement indonésien lance une information judiciaire pour vol de patrimoine national, au mépris de tous les accords passés par Luc avec les 11 administrations du pays. La justice met le trésor sous séquestre, jette en prison 2 plongeurs et bloque la vente jusqu'à ce jour. On attend, je veux dire, de façon incompréhensible, parce que le gouvernement indonésien a droit à 50% de la vente, donc certainement que ces gens ont trop d'argent et qu'ils n'ont pas besoin de l'argent qu'ils peuvent récupérer de cette épave, puisque ça fait 4 ans qu'on attend les autorisations. Maintenant, dans ce pays, qu'est-ce qu'il faut faire? On nous a posé plusieurs fois la question, pourquoi est-ce que vous faites ça de façon légale alors qu'il y a moyen de le faire de façon illégale? Et c'est peut-être ce qu'il faut faire dans ce pays. Ou bien on le fait en respectant une éthique archéologique,
ou bien alors on est carrément pilleur d'épaves, ce qui n'est pas le cas ce qui n'est pas mon cas et ce qui n'est pas l'idée non plus des partenaires qui font partie de cette société. Résumons donc. 10 millions de dépensés, pas une seule soucoupe de vendue, 4 années de bras de fer seul contre un archipel de mauvaise foi. D'où Luc, le chasseur éthique, tient-il ses nerfs? Éric Tabarly, nous sommes revenus dans votre Côte d'Or qui fait un petit peu plus de 20 mètres de long, 20 mètres 12. C'est 25 mètres. 25 mètres, c'est énorme. On va rejoindre quelqu'un que vous connaissez bien, puisque c'est votre second qui a navigué depuis toujours sur ce bateau, sur le Côte d'Or avec vous, Éric. Oui. C'est Luc Emmons, qui est belge d'origine, de nationalité. Alors Luc, comment se présente cette compétition, ce Lorient Saint-Pierre-et-Miquelon? On a vu que, point de vue vitesse, on avait gagné beaucoup avec les modifications et tout ça. Je crois que dans la course au large, ce qu'on apprend surtout, c'est d'être tenace pour arriver à quelque chose. Et ça apprend aussi, d'un autre côté, à s'organiser pour monter toute une opération pareille. Quand on part pour faire un tour du monde, il ne faut rien oublier non plus quand on part pour faire une opération de recherche de trésors, parce qu'on est là à 100 ou 200 000 des côtes et le bateau ne reviendra pas pour aller chercher la pièce qu'on a oubliée. 3 tours du monde avec ou sans Tabarly, une demi-douzaine de transats, autant de transméditerranée, l'Admiral's Cup à l'occasion, quelques championnats du monde de maxi, 20 ans de bourlingue, rien de moins comme équipier, second ou skipper. Voileux depuis l'âge de 11 ans, Luc n'est pas un marin d'eau douce même s'il vient du même pays que le capitaine Haddock. Aujourd'hui, armateur du Vasco, ancien faux chalutier russe, et du Sirène, cargo transformé en navire archéologique. Tous deux ancrés dans la baie de Puerto Princesa en attendant une prochaine expédition, un nouveau trésor. On est chasseur de trésors. Chaque humain naît chasseur de trésors. Et quand on est gosse, tous les gosses ont envie de trouver un trésor à un moment ou à un autre. Je veux dire, dans le bac à sable, on est en train de creuser parce qu'on va trouver le trésor en dessous. Donc, apparemment, chacun a une certaine dose de chercheur de trésors en lui qui est propre à la race humaine, je crois. Luc aime tellement les épaves qu'il a laissé couler, un peu par goût, un peu par accident, son précédent bateau dans la baie de Puerto. Entre 2 trésors. Quoi de plus réjouissant que d'aller y prélever une pompe hydraulique ou une ancre? Quant aux 500 000 porcelaines chinoises, on entend dire que Jakarta signerait un permis de vente pour bientôt. Mais, chut, il ne nous reste plus qu'à souhaiter à Luc 60 millions de fois merde.